Je vous passe la parole, Madame Grandjean. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je vous remercie Madame la Présidente de me donner l'occasion d'évoquer avec vous ces sujets sociaux européens qui sont d'actualité. Ils sont nombreux et en tant que référente de la Commission auprès de la Commission des Affaires européennes, nous constatons ces derniers mois une volonté marquée de la part des instances européennes à faire avancer les questions liées aux droits sociaux et aux droits du travail. Les interrogations de nos concitoyens sur ces sujets dépassent nos frontières nationales et s'articulent dans un espace européen en pleine mutation. S'il a longtemps été coutume de dire que l'Europe sociale n'était pas priorisée, je crois que force est de constater que l'agenda social des institutions européennes place le sujet social dans les priorités majeures de cette Union européenne. La France affiche une détermination complète au niveau européen pour équilibrer les dimensions économiques, financières et sociales. Une étape importante a été marquée par les travaux ouverts concernant les travailleurs européens, des avancées concrètes et concluantes dès la fin de l'année 2017 avec des textes majeurs tels que la directive des travailleurs détachés ou encore le volet sur le pacte mobilité que nous venons d'avoir dans l'hémicycle hier et que nous avons voté. Ces textes représentent des avancées considérables, mais il nous faut poursuivre ces efforts. La mobilité des jeunes citoyens, qu'ils soient étudiants ou apprentis, et des travailleurs est un enjeu essentiel. Formellement consacré dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le principe de libre circulation des personnes de manière générale, article 23, et celui des travailleurs de manière spécifique, article 45, demeurent aujourd'hui à certains égards entravés. Plus de 50 ans après les premiers traités de Rome et les débuts du marché intérieur, nous constatons toujours des obstacles politiques et économiques qui ne permettent pas à tous les citoyens européens de jouir de cette liberté, ni même d'en avoir connaissance ou de travailler dans des conditions décentes. Preuve de l'importance de cette problématique pour l'Europe, la Cour des comptes européenne a publié le 27 février dernier un rapport intitulé « Libre circulation des travailleurs ». Une liberté fondamentale garantie, mais un meilleur ciblage des fonds de l'Union européenne permettrait d'encourager la mobilité. Parmi ces constatations dressées dans ce rapport, plusieurs freins empêchant la mobilité sont identifiés. Des obstacles relatifs à une mauvaise communication. Tous les États n'informent pas de la même façon, que ce soit au niveau national ou régional, ce qui peut engendrer des inadéquations entre les compétences recherchées et celles disponibles. Des obstacles liés à la liberté d'établissement, qui limite la portée du principe. La Cour des comptes européenne indique ainsi, à titre d'exemple, la non-reconnaissance de certains diplômes professionnels qui continuent à exister et empêchent donc certains citoyens européens pour l'installation professionnelle dans un autre pays que le leur, et des obstacles relatifs au financement. Le Fonds social européen peut intervenir auprès des États membres qui estiment avoir besoin de l'intervention de ces fonds. Et pour la période de programmation actuelle, 2014-2020, la mobilité des travailleurs n'est pas considérée comme une priorité d'investissement à part entière. En janvier 2018, des constatations ont été lancées par la Commission européenne afin de connaître les politiques publiques prioritaires à financer dès 2020. L'année 2018 sera, à cet égard, une année riche en discussions puisque la Commission européenne présentera le 2 mai prochain ses propositions pour le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. D'importance fondamentale pour l'Europe sociale, la politique de cohésion méritera un examen particulier. Le 9 octobre 2017, la Commission européenne a publié son 7e rapport sur la cohésion, dans lequel elle tire des enseignements des dépenses de cohésion pendant les années de crise et fixe le cadre de la politique cohésion de 2020, après 2020. Ces réflexions sont menées dans un contexte où l'économie européenne connaît une amélioration. Le PIB et le taux d'emploi ont de meilleurs résultats, tandis que des disparités économiques entre régions tendent à se réduire à nouveau. Il y a toutefois des ombres au tableau. Certaines régions sont en phase de croissance, certes, mais cette dernière ne suit pas le même rythme partout. Si des régions moins développées rattrapent leur retard, leur taux d'emploi reste faible. Le taux de chômage est toujours supérieur au niveau d'avant la crise dans un certain nombre de régions. Il y a trop de petites entreprises qui peinent à s'adapter à la mondialisation, à la numérisation, à la croissance verte et aux évolutions technologiques. Parallèlement, ces investissements publics demeurent faibles, notamment dans les régions ou les pays les plus durement touchés par la crise économique récente, à tel point que les ressources de la politique de cohésion restent un soutien vital pour nombre d'entre eux. En outre, l'Union européenne est également confrontée à des défis démographiques et sociaux.
La variation naturelle de la population de l'Union européenne a pour la première fois été négative en 2015. Le nombre de décès a été supérieur au nombre de naissances, ce qui a renforcé le poids de la migration en provenance de l'intérieur comme de l'extérieur de l'Union européenne sur la démographie locale, en plus des mouvements migratoires exceptionnels que nous connaissons. Certaines régions sont confrontées à un exode massif, alors que certaines villes sont soumises à une forte pression liée à de nouveaux arrivants en quête de perspectives meilleures, notamment des migrants. Les proches de la pauvreté et de l'exclusion sociale, de la pauvreté et de l'exclusion sociale sont encore fréquentes, même dans les régions les plus prospères. La Cour européenne souligne enfin que des investissements supplémentaires seront nécessaires partout dans l'Union européenne pour atteindre les objectifs fixés pour 2030 en ce qui concerne l'augmentation de la part des énergies renouvelables et la réduction des émissions à effet de serre. Et une reprise économique durable nécessite des investissements judicieux visant à améliorer la cohérence entre l'enjeu économique et les compétences de la main-d'œuvre en Europe. 3 objectifs principaux ont été ainsi déclinés. J'aimerais surtout m'attarder sur le deuxième d'entre eux, qui consiste à lutter contre le chômage en investissant dans les qualifications et le développement des entreprises, tout en combattant l'exclusion sociale et les discriminations. Il convient nécessairement de s'adapter à l'emploi, d'adapter l'emploi et d'anticiper sur les conséquences des personnes pour les nouveaux enjeux économiques. Cet aspect de la formation est amplement partagé par l'Union européenne. Ainsi, le rapport prévoit de soutenir des réformes structurelles, étant donné que l'amélioration de l'administration publique renforce la compétitivité et la croissance et optimise l'efficacité des investissements. Outre la mobilité des travailleurs et des jeunes, la qualité pour la formation professionnelle et de l'apprentissage est indispensable pour l'Europe de demain. Ainsi, notre Assemblée s'apprête à examiner le projet de loi sur la formation professionnelle et l'apprentissage. La ministre du Travail, Mme Muriel Pénicaud, a par ailleurs rappelé l'importance et les enjeux du déplacement de nos étudiants et de nos apprentis au sein de l'Union. Donc la question du programme Erasmus+ est d'actualité. Et pour rappel, ce programme contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, y compris le grand objectif sur le domaine de l'éducation, à la réalisation des objectifs stratégiques pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation, y compris les critères correspondants, au développement durable des pays partenaires dans le domaine de l'enseignement supérieur, à la réalisation des objectifs généraux du cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse, 2010-2018, et la réalisation de l'objectif du développement de la dimension européenne dans le sport, en particulier dans les sports de masse, conformément au plan de travail de l'Union européenne en matière du sport. Les États membres participent à ce programme. L'ensemble des pays de l'Union européenne participent à ce programme. Des programmes sont également concernés, comme l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège ou encore la Turquie, tout comme des partenaires internationaux en Europe de l'Est, la Moldavie, l'Ukraine, la Biélorussie, du Sud, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, l'Israël, le Liban et la Russie. Ainsi, les organismes des pays partenaires peuvent prendre part à certaines actions du programme selon certaines conditions spécifiques. Nous avons accueilli au sein de la Commission des Affaires européennes et conjointement avec la Commission des Finances, M. Günther Oettinger, commissaire européen au budget et aux ressources humaines, qui a pu nous éclairer sur les ressources budgétaires et les enjeux 2018. Malgré les réductions budgétaires annoncées, je tiens à insister sur le fait que les programmes en faveur de la jeunesse seront préservés. Et nous pourrons souligner l'effort de 24 millions d'euros ajoutés au programme Erasmus. Grâce à cette hausse de 20%, le nombre d'étudiants, d'apprentis bénéficiaires et le nombre des aides vont augmenter pour l'année 2018-2019. Sur les 303 880 étudiants bénéficiaires de bourses de mobilité Erasmus+, en 2016, 40 910 étaient français. Depuis 2018, nous soulignons une constante augmentation des demandes de départ, mais faute de budget, près de 18 000 demandes n'ont pas pu être satisfaites en France. Ces Français sont souvent des Français étudiants en formation initiale. Des bourses sont attribuées sans condition de ressources et cumulables avec des bourses versées par le Crous et des aides à la mobilité dispensées par les régions et les collectivités. Il sera donc impératif de valoriser et de promouvoir la voie de l'apprentissage qui ne connaissent pas toujours cette possibilité dans les parcours actuellement. Enfin, la question du paquet mobilité est arrivée mardi 6 mars dans notre hémicycle. Économiquement et socialement, il existe un enjeu considérablement sur les améliorations à fournir dans le cadre de ce paquet.
L'impact est énorme. Je l'ai dit hier, mais 5 millions, c'est le nombre de personnes qui travaillent directement dans les 915 000 sociétés du travail routier au sein de l'Union européenne. La Commission européenne propose donc de renforcer les contrôles de la législation européenne au niveau social relatives aux activités de transport routier et de définir des règles spécifiques pour les travailleurs détachés du secteur du transport routier. La Commission a publié le 31 mai 2017 une première série de propositions législatives portant sur les aspects sociaux dans le domaine du transport routier. La Commission propose de rehausser les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre de la législation sociale relative aux activités du transport routier. D'autre part, la Commission européenne propose des règles spécifiques dérogeant à la directive générale de 1996 sur le détachement des travailleurs dans le secteur du transport routier. La Commission européenne propose d'harmoniser les systèmes de contrôle des États membres et de renforcer la coopération entre les États membres. La législation actuelle prévoit que les États membres organisent des contrôles adéquats et réguliers, tant sur la route que dans les locaux des entreprises de toutes les catégories de transport routier, marchandises, voyageurs, pour s'assurer du respect de la législation sociale relative aux activités du transport routier. Mais des contrôles sont ainsi discutés et s'appuient sur un système européen de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur la gravité des infractions relatives à la législation sociale. Je pense au temps de conduite, au temps de repos, à la rémunération, au recours aux appareils de contrôle dits chronotachygraphes. Ce système de classification permet en fait d'orienter les contrôles et de mettre l'accent sur les entreprises classées à haut risque. En vue de faire progresser la coopération administrative entre les autorités nationales de contrôle, la Commission propose plusieurs mesures. L'élargissement du champ d'application des règles de contrôle aux mesures relatives à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier. L'harmonisation de la méthode de calcul au niveau du risque des entreprises de transport routier. Ce système sera d'une portée obligatoire, alors qu'il est jusqu'à présent élaboré de manière disparate. Et la Commission propose d'élaborer une formule commune permettant de calculer le niveau de risque qui tienne compte du nombre et de la gravité des infractions recensées. La définition du délai maximal de réponse entre pays États membres auquel devra se soumettre les États, de 25 jours ouvrés lors d'un contrôle approfondi et de 3 jours ouvrés pour les consultations simples ou présentant un caractère d'urgence, ainsi que le rehaussement des objectifs de contrôle de la législation sociale à 3% des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules relevant du règlement de l'Union européenne. Nous avons pris en considération les mesures et les propositions du rapport d'information mené par notre collègue Damien Pichereau afin de prendre position sur la proposition de résolution européenne sur le paquet mobilité. Comme je vous l'indiquais au tout début de ma présentation, l'agenda social se densifie. À titre d'illustration, la Commission européenne présentera le 13 mars prochain sa proposition concernant l'autorité européenne du travail. Il nous faudra veiller à ce que les compétences et le champ d'action de cette future autorité permettent d'améliorer la situation des travailleurs européens, les conditions de travail et la concurrence. Par ailleurs, le sujet de l'inclusion des personnes en situation de handicap est en cours d'étude au niveau de la Commission européenne et du Parlement européen. Je voulais également mentionner le sommet social de Göteborg qui a eu lieu en fin d'année dernière, qui s'est déroulé en novembre et qui a permis aux chefs d'État et de gouvernement de s'entendre sur les grandes lignes d'un socle européen des droits sociaux. Ainsi, l'égalité d'échange et l'accès au travail, les conditions de travail équitables, la protection et l'inclusion sociale ont pu être abordées. Malgré l'absence de portée légale de ce texte, on peut tout de même souligner l'importance des échanges qu'un tel texte a engagés entre les pays européens. Ce sujet majeur pour les Européens mériterait que l'on consacre des travaux parlementaires afin de lutter contre les inégalités au sein de l'Union européenne en matière sociale. Je tiens à insister sur l'accompagnement de notre ouverture et sur l'implication européenne, qui est quand même le déterminant d'une France européenne, au sein d'une Union européenne dynamique et leader dans tous les domaines économiques et sociaux. C'est un tour d'horizon rapide, mais qui vous permet d'avoir déjà une vision globale, quoique assez sommaire, des enjeux qui nous attendront pour 2018. Je vous remercie.